Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire intitulé COVID-19 et variant Omicron, nouveaux défis et obligations légales des entreprises, organisé par Aéro Montréal en collaboration avec notre partenaire Norton Rose Fulbright. Avant de débuter, j'aimerais vous demander de bien vouloir fermer vos micros, s'il vous plaît. Nous vous encourageons également à activer votre caméra. Ça nous fera plaisir de vous voir et ça rendra le tout plus convivial. Nous allons enregistrer ce webinaire afin de pouvoir le partager à nos membres qui n'ont pas pu se libérer ce matin. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire en tout temps dans le clavardage ou bien à les poser en direct à la fin de l'échange avec Maître Éric Lallier, associé en droit de l'emploi et du travail chez Norton Rose Fulbright. Cela m'amène donc à vous présenter notre invité d'honneur, Maître Lallier. Bonjour Éric. Bonjour Béatrice, bonjour tout le monde. Donc Éric prête main forte aux employeurs québécois et canadiens et leur offre des conseils pratiques en lien avec une grande variété de questions juridiques. Il représente également les clients du cabinet devant les divers tribunaux administratifs et judiciaires. Et dans le cadre de sa pratique, M. Lallier s'intéresse particulièrement à certains aspects du droit, notamment la procédure civile, les recours tels que les injonctions et les révisions judiciaires, les questions relatives au harcèlement au milieu de travail, les droits de la personne, ainsi qu'à ce qui touche à la protection des renseignements personnels et le droit du travail dans un contexte transactionnel. Bravo, Éric. Et les questions relatives à la COVID, Béatrice, maintenant, il faudrait l'ajouter à ma biographie. On va mettre ça à jour. Merci. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une première question. Donc, Éric, pour toi. Avec l'arrivée du variant Omicron et la montée des cas de COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles directives quant au retour au travail des travailleurs en isolement à la suite d'une exposition ou d'une infection à la COVID-19. Donc, Éric, peux-tu nous parler du protocole de retour au travail et des consignes à suivre pour les entreprises? Bien sûr, Béatrice. Puis, en fait, je vais me permettre un petit mot d'introduction à tous pour vous dire que j'imagine que vous aurez plusieurs questions, pour prendre le temps d'y répondre tout à l'heure, mais on est dans un moment assez particulier là, de la gestion de la pandémie. J'ai dit, et je pense, je fais un pas en arrière lors du premier webinaire qu'on a fait d'ailleurs ensemble à Aéro Montréal, j'avais repris l'image du ministre Fitzgibbon qui avait dit à l'époque, et je trouvais ça tellement juste et clair, mais qu'on est en train de construire l'avion en plein vol. Et on se retrouve pratiquement 2 ans plus tard, puis on est toujours en train de construire ce même avion en plein vol. Mais là, on a un petit enjeu, c'est que les ingénieurs ont changé les plans et ont modifié les règles du jeu. Donc, on se retrouve dans une gestion pandémique d'une situation jamais vue. On commençait à s'habituer à certaines règles. Et puis voilà que ces règles-là, évidemment, ont été modifiées avec l'arrivée du variant Omicron. Et je peux comprendre que pour vous tous, ça a des incidences directes dans le milieu de travail. Fait qu'on va essayer de démystifier tout ça un peu ensemble aujourd'hui et surtout s'attarder peut-être aux questions accessoires à ces modifications-là. Je prends pour acquis que vous avez comme bien des gens, là, consulté et vu que les changements comme tels, mais ça a entraîné énormément de questions et puis j'essaierai d'en couvrir certaines avec vous aujourd'hui. Puis évidemment, comme je le disais tantôt, on s'est gardé une période à la fin de l'exercice pour répondre à vos questions. Puis je vous invite sincèrement, parce que c'est peut-être la bonne occasion de le faire, à les soulever là, en cours de route. Donc, écoutez, première question, celle que tu soulèves, Béatrice, qui est ce nouveau protocole ou cette nouvelle façon de faire là. Je sais qu'il y a encore un certain flou, on va le voir dans les éléments qu'on va soulever entre ce que la santé publique soutient comme position d'un côté, ce que la CNESST interprète de cette même position de l'autre. Donc, il y a encore des zones grises, mais on va essayer d'établir peut-être quelques bases ensemble. La première chose, c'est qu'il faut regarder si la personne est infectée ou elle a des symptômes, s'il s'agit d'une personne contact, ou encore, et par la suite, le statut vaccinal de ces gens-là. Donc, il y a comme une espèce d'analyse en 3 étapes, si on veut. Vous aurez compris que la période d'isolement a été réduite. Puis ça, c'est en fait, en pratique, une très bonne nouvelle parce que vous êtes probablement dans une situation de manque de main-d'œuvre important. Les taux d'absentéisme sont anormalement élevés. Donc, de pouvoir reprendre ou retrouver certains employés plus rapidement, c'est une bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, on s'est souvent répété que c'était important de respecter notre obligation d'assurer un milieu de travail sécuritaire. Et là, de ramener des gens dans le milieu de travail après uniquement 5 jours, est-ce que ça peut entraîner
risque de contamination plus élevé. Ben, c'est un peu, évidemment, le jeu d'équilibriste auquel s'est adonné le gouvernement également et a statué à savoir que désormais, ben, on peut reprendre les employés après une période d'isolement de 5 jours lorsque, et ça, c'est la position de la santé publique, les gens ont soit obtenu un test positif à la COVID-19 par test rapide ou encore si la personne présente des symptômes qui sont compatibles avec la COVID-19 et qu'ils n'ont pas accès à un test rapide. Donc, la santé publique, elle, voit vraiment la situation comme présentant deux possibilités de deux choses l'une. Soit il y a un test rapide positif, soit on n'a pas accès à un test rapide et on présente des symptômes. Et dans un tel contexte, on doit s'isoler pendant une période d'au moins 5 jours. Et là, je vous parlais de la deuxième portion de l'analyse, c'est-à-dire le statut vaccinal, uniquement pour les gens qui sont adéquatement vaccinés, donc qui ont reçu à ce jour 2 doses du vaccin ou d'un vaccin reconnu. Par contre, cette situation-là n'est pas la même si nous ne sommes pas doublement vaccinés et la période de 10 jours pour ces gens-là continue de s'appliquer. On va discuter tout à l'heure, Béatrice, du statut vaccinal des gens. Là, ça entraîne de belles et intéressantes questions. Mais donc, le gouvernement lui-même émet cette distinction désormais et module la période de confinement selon le statut vaccinal des gens. Donc, on a couvert la période d'isolement, mais pour les gens qui sont infectés ou qui ont des symptômes. Maintenant, il y a une autre portion à analyser et c'est celle des cas contacts. Parce que là aussi, on se rappelle, depuis le début de la pandémie, on gère les cas contacts comme étant des gens qui doivent s'isoler pendant une période au départ de 14 jours, par la suite 10 jours. Maintenant, on verra que les choses ont changé. Mais le gouvernement parle désormais de 3 types de contacts, les contacts à risque élevé, les contacts à risque modéré et les contacts à risque faible. Et ceux qui nous intéressent davantage, évidemment, ce sont les contacts à risque élevé. Pourquoi? Parce qu'ils entraînent aussi l'isolement. Et ça, ce sont les gens qui vivent sous un même toit ou encore le partenaire sexuel ou un couple qui ne partagerait pas le même domicile. Donc, vraiment, les gens qui vivent à proximité sont considérés par la santé publique comme des cas contacts à risque élevé. Et ce sont eux qui doivent automatiquement s'isoler pour une période de 5 jours, là aussi, avant de reprendre leurs activités. Pour ce qui est des gens, et là, c'est intéressant, parce que ça va avoir une incidence, ça a probablement déjà une incidence importante dans vos milieux de travail, qui sont des contacts à risque modéré. Ce sont des gens qui ont été en contact avec un cas confirmé à moins de 2 mètres, puis pendant une période de 15 minutes. Le fameux test qu'on appliquait avant pour déterminer si on était en présence d'une personne à contact. Et là, pour la santé publique, désormais, on doit surveiller l'apparition de symptômes pendant une période de 10 jours, éviter évidemment les contacts avec les personnes vulnérables et porter un masque, mais ça n'empêche pas à ce moment-là de vaquer aux activités, notamment professionnelles. Et puis, c'est la même chose pour les contacts à risque faible, évidemment, qui sont les gens qui ont été en présence d'un cas confirmé, mais à plus de 2 mètres ou encore pendant moins de 15 minutes à moins de 2 mètres. Donc, ça vient changer la donne. En rafale, évidemment, ça, c'était la présentation peut-être plus théorique. Bien d'entre vous deviez déjà connaître ces règles-là. Mais en rafale, ça suscite, et je l'ai constaté depuis quelques semaines, beaucoup de questions. Et peut-être qu'on pourra en couvrir certaines d'entre elles. Mais la première qui me vient à l'esprit, c'est que faire, évidemment, si un employé a un test négatif, mais a néanmoins des symptômes. Alors, je vous ai dit que la santé publique estimait qu'une personne qui a un test négatif rapide, c'était à ce moment-là suffisant pour cesser l'analyse. Et aussi, la personne avait des symptômes, mais sans accès à un test rapide. Bien des entreprises se posent la question, que faire si l'employé démontre, malgré le test rapide négatif, néanmoins des symptômes? Parce que depuis le début de la pandémie, je vous disais qu'on a changé les plans de l'avion, depuis le début de la pandémie, la présence de symptômes égalait inévitablement le retrait du milieu de travail. Alors ici, la zone est plus floue. Puis juste pour vous faire ce parallèle-là, quand on compare les règles de la santé publique à ce que la CNSST interprète de ces règles-là, on constate une certaine différence. Puis la CNSST, elle, parle plutôt
de présence de symptômes ou d'un test rapide positif. Donc, elle n'exclut pas nécessairement d'office les gens qui ont des symptômes, de l'analyse et de la période d'isolement. Et lorsque les gens sont doublement vaccinés, ils recommandent néanmoins l'isolement préventif d'une durée de 5 jours. Alors là, on est peut-être dans l'exercice ici d'une certaine forme de discrétion auprès des employeurs et l'analyse que vous ferez avec vos employés de la présence de symptômes, de leur, je dirais, force, du nombre de symptômes également, peut être déterminante, mais la mesure préventive, parce qu'il ne faut jamais oublier cette fameuse obligation d'assurer la santé et la sécurité des lieux du travail, c'est vraisemblablement de maintenir une période d'isolement pour les gens qui ont des symptômes, et cette période-là devrait être de 5 jours. À contrario, certains nous demandent aussi, bien, OK, maintenant que le gouvernement a diminué la période d'isolement à 5 jours, est-ce que moi, comme employeur, parce que je suis préoccupé, parce que j'ai certaines craintes, je pourrais néanmoins maintenir une période d'isolement de 10 jours, bien que ce ne soit pas nécessairement la recommandation précisément de la santé publique? Ça, c'est une question intéressante parce que c'est de voir les choses peut-être à l'envers. Les gens ne cessent de dire qu'ils ont hâte de pouvoir reprendre leurs employés compte tenu du contexte de main-d'œuvre, mais en même temps, d'autres ont des craintes aussi. Il est possible normalement pour un employeur de mettre en place des règles plus strictes que ce que la santé publique ou en tout cas les instances gouvernementales mettent en place. Alors, et on sait que la santé publique recommande encore, lorsque possible, l'isolement pendant une période de 10 jours. Donc, s'il y avait des employeurs qui souhaitaient maintenir des périodes d'isolement plus longues, à mon sens, en vertu des obligations là, de santé et de sécurité du travail, il y aurait certainement des arguments qui justifieraient une décision comme celle-là. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, et on parle toujours, bien sûr, des employés doublement vaccinés, mais c'est une question qui reste intéressante. Puis, évidemment, je serais curieux de vous entendre s'il y a des expériences pertinentes en ce sens-là, puis des entreprises qui ont pris cette tendance-là, mais je sais que bien d'entre vous se posent cette question-là. Une autre question, et bientôt, Béatrice, j'aurai complété la réponse, ma très longue réponse à ta première question. Mais une autre question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'on doit encore faire enquête sur les cas contacts? Parce qu'on voit le gouvernement qui a abandonné les tests PCR, on voit la santé publique qui ne fait plus elle-même d'enquête étoffée, qui en fait a placé sur les épaules des individus le fardeau d'aviser leurs cas contacts, entre autres. Alors, bien des employeurs disent, est-ce que ça vaut encore la peine pour moi de faire des enquêtes de cas contacts? Ma réponse simple et courte, oui, ça vaut encore la peine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez toujours cette fameuse obligation qui est inscrite dans la loi d'assurer la sécurité de vos lieux de travail. Mais au-delà de ça, c'est important de pouvoir isoler les gens qui auraient été des cas contacts ou en fait qui pourraient développer des symptômes et de les surveiller, ces gens-là. Et si vous ne faites pas d'enquête, si vous ne faites pas preuve de diligence, vous manquez de l'information et ça vous place dans une situation à risque, entre autres d'éclosion. Donc, moi, je recommande toujours qu'on fasse des enquêtes. Je recommande qu'on vérifie si la personne a été en contact de proximité avec des gens du milieu de travail. Si c'est le cas, d'en aviser ces gens-là pour qu'on puisse faire une vigie plus importante de l'apparition, le cas échéant, de symptômes chez ces gens-là et de les retirer, si c'était le cas, du milieu de travail. Est-ce que, et ce sera la dernière sous-question de cette question, mais est-ce qu'on peut exiger la preuve d'un test positif? Ça aussi, c'est une question qui revient fréquemment. Pourquoi? Bien, parce que depuis le début de la pandémie, le réflexe était de dire, vous êtes un cas diagnostiqué COVID-19, c'est parfait. Vous avez des symptômes, c'est parfait. Vous devez vous faire tester, c'est parfait. Mais en contrepartie, on va vous demander de nous transmettre une preuve adéquate de cette démarche-là. Et puis, ben, c'était vraiment un outil efficace. Pourquoi? Parce que ça vient d'un tiers, hein, de l'autorité étatique, là, de la santé publique. Donc, difficilement, ça peut être remis en question. Maintenant, on ne teste plus automatiquement à la santé publique. Donc, et on nous ramène vers les tests rapides. Ces tests rapides-là sont administrés directement par les individus. Alors, bon, il y a plusieurs mécanismes en place. Il y a des employeurs qui ont pris la décision de tester directement sur les lieux du travail lorsqu'il y a de l'apparition de symptômes ou, bon, avec une procédure bien en place, sécuritaire, etc. Ça, c'en est une très bonne façon de procéder parce que là, vous avez le contrôle de la mécanique.
d'autres employeurs ont demandé à leurs employés de faire des tests rapides à la maison et par divers mécanismes d'en transmettre la preuve. Là, évidemment, on augmente ici le niveau de confiance nécessaire envers les employés. Et le troisième cas de figure, c'est celui où il n'y a pas de test rapide disponible. On se les arrache actuellement. Il y a peut-être certaines entreprises présentes qui ont réussi à obtenir des tests rapides de la santé publique, mais ce n'est pas une démarche simple. Alors, pour ces gens-là, bien évidemment, de requérir la preuve, c'est plus difficile. La seule option qui resterait, ce serait de recourir aux cliniques privées qui, elles, réussissent à offrir de tels services, mais évidemment à des coûts importants. Et là viendrait la question des coûts, et je sais que plusieurs entreprises ont décidé de défrayer ces coûts-là, mais évidemment, ça vient avec une surcharge pour les employeurs qui est relativement considérable. Donc, oui, en résumé, on peut toujours demander la preuve d'un test, mais je dois admettre que c'est plus complexe et que ça nous ramène à ce fameux principe de base qui est le lien de confiance. Là. Des fois, on se demande si ce n'est pas galvaudé, cette expression-là. Bien là, elle devient on ne peut plus pertinente compte tenu du contexte actuel. Alors voilà, je pense que ça couvre évidemment pas tous les angles, mais plusieurs d'entre eux, là, Béatrice, sur la première question qui était soulevée là, relativement au nouveau protocole en place. Très bien, merci Eric. Passons à la question suivante, si tu veux bien. Donc, dans l'éventualité où un employé ne serait pas vacciné et dont la nature du travail ne lui permet pas de travailler à distance, en mode virtuel, quels sont alors les recours possibles pour son employeur? Ça, c'est une question vraiment très intéressante et ça nous ramène à l'épineuse question de la vaccination. Dont on va parler un peu plus amplement aussi plus tard dans le webinaire, Béatrice, mais je dirais ceci. En fait, première chose, il faut se rappeler qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un régime où le télétravail est obligatoire. Alors, par décret, le gouvernement a rappelé que cette forme de travail-là était celle à privilégier lorsque possible. Puis on est revenu au test des premiers confinements où le télétravail était la norme et exceptionnellement qu'on pouvait permettre la présence au bureau lorsque la présence était essentielle aux activités d'entreprise. Alors, c'est quand même un critère assez élevé. Donc, je dirais que pour tous ceux et celles qui peuvent le faire, bien, le télétravail est maintenu, ce qui vient un peu tempérer cette question que tu soulèves. Maintenant, si les gens sont dans le milieu de travail, qu'ils ne sont pas vaccinés, il ne faut pas oublier que le gouvernement, lui, n'a pas mis en place la politique de vaccination obligatoire. Alors, les autorités, elles, perçoivent la question de la vaccination encore comme une possibilité de libre choix. Alors, ça vient, en conséquence, je dirais, réduire la portée des recours possibles pour un employeur. Donc, pour moi, je vois deux cas d'espèce. Il pourrait en avoir davantage, mais je pense que pour les fins de notre discussion, j'en vois deux. Le premier, c'est là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement a créé lui-même une distinction sur le statut vaccinal dans le fait de réduire la période d'isolement pour les gens qui sont doublement vaccinés versus ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est évident pour moi que quelqu'un qui est non vacciné et qui doit s'absenter plus longtemps n'aurait pas à être rémunéré pendant cette absence-là. On prétendait déjà, puis ça a été contesté, on verra ce que les tribunaux en penseront, que le fait de retirer les employés du milieu de travail à la suite d'une consigne ou d'une directive de la santé publique ou en interprétation et en application d'une consigne de la santé publique, ça n'entraînait pas une obligation de rémunération. Les syndicats ont vu les choses différemment, certains employés aussi. Donc, on verra comment les tribunaux vont trancher cette question-là. Mais là, c'est de plus en plus évident pour moi que dans la mesure où vous êtes non vacciné et que votre période d'isolement est plus longue, vous ne pouvez pas réclamer de votre employeur qu'il débourse pour cette période d'isolement-là. Donc, ce premier angle-là, cette première façon de voir les choses-là, pour moi, elle est relativement claire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben, une personne non vaccinée qui se présenterait dans le milieu de travail, quels seraient les recours? Il y aurait potentiellement aussi des recours dans des cas de négligence où volontairement, quelqu'un, un, aurait refusé un traitement disponible, c'est-à-dire de la vaccination, et deux, se serait présenté sur les lieux du travail avec des symptômes à sa connaissance dans le but, par exemple, de contaminer d'autres collègues. Et ça, il y a des précédents dans d'autres sphères, là, mais connexes, qui nous permettraient de soutenir que ça pourrait entraîner la responsabilité personnelle de quelqu'un qui est non vacciné.
D'ailleurs, on ne se souhaitera pas trop de cas comme ceux-là. Donc, j'espère que ça restera plus une question d'école et théorique qu'une question pratique, mais à la question spécifiquement que tu soulevais, ça resterait en théorie une possibilité. Merci. Puis sur cette même lancée, Eric, j'ai plusieurs questions dans ce sens. L'employeur peut-il demander le statut vaccinal de ses employés? A-t-il le droit d'exiger la vaccination au sein de son entreprise? Et quels sont les recours d'un employeur à l'égard d'un employé qui ne respecterait pas les recommandations et les mesures sanitaires en vigueur, mais aussi vice-versa? Quel serait le recours d'un employé dans le cas inverse? Alors, la vaccination obligatoire et tout ce qu'elle comporte, c'est une question qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui en fera encore couler beaucoup, si tu veux mon avis, Béatrice. Prenons chacun des questions et sous-questions que tu as soulevées, peut-être dans l'ordre, mais commençons par le statut vaccinal. Évidemment, il y a plusieurs cas d'espèce où on pourrait vouloir demander le statut vaccinal. Si vous mettez en place, peut-être qu'ils ont déjà fait une politique sur la vaccination, bien évidemment, vous aurez besoin d'obtenir le statut vaccinal de vos employés. Si des tiers, parce que vous devez vous rendre, vos employés doivent se rendre à certains endroits, on requiert la preuve vaccinale, par exemple, ça c'est très fréquent à l'heure actuelle, ben, puis dans votre industrie par ailleurs. Alors là, vous serez vraisemblablement forcé de demander le statut vaccinal. Puis là-dessus, je vous dirais qu'on a été rassuré récemment par une décision arbitrale qui a été rendue, qui a confirmé que lorsque un tiers client exigeait la vaccination adéquate et donc la preuve vaccinale, un employeur était fondé ou pouvait être fondé de le requérir auprès des employés, malgré le caractère normalement confidentiel du renseignement. Donc, on a déjà, je dirais que c'est une pousse plutôt qu'un arbre, là, mais on a déjà une base sur laquelle on peut s'appuyer puis qui confirme que de requérir le statut vaccinal dans ce contexte-là peut être approprié. Et l'autre cas de figure qui existe, ben là, et ça vient de se mettre en place, c'est maintenant que le gouvernement a décidé que la période d'isolement était différente selon le statut vaccinal. J'aurais beaucoup de difficultés qu'on empêche aux employeurs de demander le statut vaccinal des gens lorsqu'ils doivent s'absenter pour ce motif-là. Alors, là, il y a plusieurs façons de gérer la question du statut vaccinal, mais la façon dont moi je vois les choses, c'est que dès lors qu'un employé s'absente pour un motif relié à la COVID-19, je pense qu'un employeur devient justifié à ce moment-là de requérir le statut vaccinal de l'employé. Pourquoi? Pour planifier ses opérations et ses activités. Alors, est-ce qu'on devrait prévoir une absence de 5 jours? Est-ce qu'on devrait prévoir une absence de 10 jours? Comment on va procéder au remplacement? Est-ce qu'on a besoin de temps supplémentaire, etc.? Alors, l'absence entraîne plusieurs impondérables, sa durée aussi, et la seule façon d'en anticiper la durée, c'est de connaître le statut vaccinal des employés. Alors, pour moi, là, cette nouvelle directive-là de la santé publique vient clarifier la possibilité pour l'employeur de requérir le statut vaccinal des employés. Ça, c'est pour le statut vaccinal. Donc, maintenant, il y a la question puis je vous ai dit que le premier cas d'espèce de demander le statut vaccinal, c'est s'il y avait une politique de vaccination en place. Et là, ben, la deuxième question que tu me soulèves, Béatrice, c'est est-ce qu'on peut mettre une politique de vaccination en place? Je suis persuadé que sur la ligne aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont mis en place des politiques de vaccination obligatoires. Et je dirais qu'elles se sont inspirées, ces entreprises-là, largement des obligations mises en place par le gouvernement fédéral. Là. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, le gouvernement fédéral l'a dit, l'a répété, a même demandé aux entreprises de juridiction fédérale de le faire. Donc, ça a largement inspiré l'ensemble des entreprises. Le gouvernement provincial a aussi mis en place plusieurs mesures reliées au statut vaccinal, qu'on pense au passeport vaccinal, qu'on pense au départ, là, même aux gens du domaine de la santé, là, avant que le gouvernement recule. Donc, alors, je dirais que c'est une question qui demeure délicate, à savoir si un employeur peut exiger la vaccination pour que ses employés se présentent au travail. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui l'ont fait. Ce sera contesté. Il y aura des décisions des tribunaux, mais il y a certainement des arguments à faire valoir pour soutenir que cette mesure-là est adaptée.
plus particulièrement dans les milieux à dangerosité élevée. Et ce sera vraiment intéressant de voir ce que les tribunaux feront de cette question-là. Par contre, on commence aussi à avoir des indicateurs au niveau de la jurisprudence, pas au Québec nécessairement, quoique on se rappellera que les tribunaux ont confirmé que le gouvernement, du moins au stade préliminaire, pouvait par décret imposer la vaccination obligatoire. C'était une question à trancher plus tard. Mais dans les autres provinces, on commence à voir des décisions apparaître ici et là qui semblent être favorables aux employeurs. Et ça me rassure, évidemment parce que je représente des entreprises, mais au-delà de ça, parce que les tribunaux ont toujours été ou fait preuve de beaucoup de déférence envers les employeurs dans la mesure où les décisions qui étaient prises découlaient de leur obligation, qui est très onéreuse d'assurer la santé et la sécurité des milieux de travail. Et on semble voir que ce principe-là, qui se retrouve là, de façon assez importante dans la jurisprudence, semble vouloir se maintenir dans les décisions qui ont été rendues dans les autres provinces. Donc, on verra si les tribunaux québécois vont aller dans la même direction, puis ils vont confirmer la validité des politiques de vaccination obligatoire. La dernière question que tu as soulevée, c'est celle du non-respect des mesures sanitaires. Alors, je vous dirais une chose, s'il y a un élément au moins sur lequel on a des bases solides là, maintenant, c'est que les tribunaux ont été très clairs. Contrevenir à des mesures sanitaires dans les lieux de travail pour un employé, c'est une faute grave, passible d'une mesure très sévère. Il y a des cas de congédiement qui ont été maintenus. Alors, ça, il n'y a pas de doute, là, c'est une faute grave et qui doit être sanctionnée lorsque les employés ne respectent pas les mesures sanitaires en place dans le milieu de travail. Là où ça deviendra peut-être intéressant, c'est qu'on a vu récemment, c'est dans l'aviation et c'est le domaine public, alors on peut peut-être en parler, mais bon, ce que j'ai appelé, moi, le Party Sunwing, mais alors vous avez vu qu'il y a des entreprises qui ont aussi agi à la suite de ces comportements-là. Et il y a des entreprises pendant la pandémie qui ont pris des mesures pour les gens qui n'ont pas respecté les mesures sanitaire à l'extérieur du milieu de travail, dans certaines circonstances. Donc, cette question-là est peut-être plus difficile à trancher, mais c'est évident que des comportements négligents, grossièrement négligents, qui viendraient peut-être affecter la réputation de l'entreprise, etc., pourraient être pris en compte, même si ces comportements-là sont survenus à l'extérieur du milieu de travail. Et enfin, il n'y a pas que les employés, hein. Il y a des employeurs aussi qui parfois ne respectent pas les règles. Et ça, c'est, à mon sens, très dangereux de ne pas appliquer strictement les règles. J'y reviendrai en conclusion, mais de ne pas appliquer strictement les règles de santé et de sécurité. Un, il pourrait y avoir des droits de refus. Ça, c'est peut-être la base, mais de travail. Deux, il pourrait y avoir des enquêtes et des interventions de la CNSST. Mais trois, il pourrait y avoir des contaminations importantes sur les lieux du travail avec des arrêts d'opération et parfois des conséquences très graves au niveau de la santé des individus. Évidemment, vous voyez le nombre de décès par jour. Ce sont des gens aussi qui ont peut-être pu être contaminés sur les lieux de travail. Donc, c'est un rappel de l'importance pour les employeurs de se comporter adéquatement. Merci, Éric. Dernière petite question avant de prendre les questions du public, puis je vois que ça se remplit dans le clavardage, c'est bon. De nombreux employeurs et employés se posent beaucoup de questions, doivent faire face à une certaine incertitude dans ce contexte si particulier que nous vivons. Quel message ou conseil aimerais-tu donner aux personnes qui nous écoutent, qu'ils agissent à titre de dirigeants d'entreprise, de chefs d'équipe ou d'employés? C'est intéressant ça aussi parce que vous savez, on s'est beaucoup dit dans les derniers mois que l'on s'apprêtait à traverser finalement cette crise-ci. Je ne veux pas reprendre les paroles de M. Legault, mais la lumière au bout du tunnel, ces expressions, la fin de la bataille, on va y arriver, ça va bien aller. Puis on s'est beaucoup accroché à ça. Et moi, je dis souvent que les entreprises, là, ce sont des mini-collectivités, ce sont des mini-sociétés. Alors, le découragement collectif auquel on fait face, il se vit en entreprise. Il se vit chez les employés, il se vit chez les dirigeants. On le ressent. Mais les employeurs ne peuvent pas abandonner. On ne peut pas relâcher. Puis c'est ça qui va être difficile. Je ne pense pas qu'on peut maintenant dire que la lumière va être au bout du tunnel parce que la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait plus rien. Alors, le conseil que je donnerais, Béatrice, c'est celui de s'accrocher
et de ne jamais relâcher les mesures en place dans vos milieux de travail parce que c'est le dernier rempart. Puis le nombre d'éclosions est encore très élevé. Hein. Je regardais les chiffres. Là. Dans l'industrie manufacturière, là, c'est près du quart, c'est plus du quart des infections en milieu de travail. Alors, la plupart peut-être des gens ici là, peuvent se rattacher à l'industrie manufacturière. Donc, vous voyez, on pense que c'est le commerce de détail, on pense que c'est les restaurants. Non, il y a plus du quart des cas d'éclosion en milieu de travail qui viennent de l'industrie manufacturière. Donc, on ne peut pas abandonner. Puis quand on voit les taux d'absentéisme actuellement, je sais, je suis persuadé que vous avez des exemples à me fournir, mais fermeture de corps de travail, suspension des activités, temps supplémentaire dans le tapis, on le constate, là, si on relâche, il n'y a pas juste des conséquences humaines, il y a des conséquences financières importantes aussi. Donc, le conseil que je vous donne, c'est, je sais que vous êtes tanné, je le suis moi aussi, quoique c'est toujours sympathique de venir vous voir pour parler de COVID, mais je pense qu'on a une responsabilité, puis c'est celle de rester vigilant et diligent. Merci, Eric. On est dans les temps. Je vais passer maintenant aux questions donc, du public. Je vois qu'il y en a par écrit. Je vais peut-être commencer à les lire. Et je vous invite également à activer le bouton « Lever la main » pour poser une question en direct si vous ne voulez pas l'écrire. Donc, première question de Julien Baudry. Bonjour. Est-ce qu'un retour au jour 6 est possible, voire recommandé, dans la situation suivante? Un employé doublement vacciné qui présente des symptômes au jour 1, il nous avise et il se met en isolement. Il est positif donc au jour 1, le jour 2 et 3, sa conjointe vivant au même domicile, risque élevé, présente elle aussi des symptômes et un test positif. Est-ce que le retour de l'employé est possible donc au jour 6 s'il ne présente lui plus aucun symptôme ou que le compteur de son isolement repart à zéro en date de l'apparition des symptômes de sa conjointe? C'est une très bonne question, Julien, et je vous invite à valider, si possible, avec la santé publique parce qu'ils sont les mieux placés, ou voire même avec la CNSST. Mais ma compréhension, c'est que comme l'individu a eu son test positif, qu'il a été contaminé, lui, à la COVID, que c'est plutôt sa conjointe qui, au départ, aurait dû s'isoler avec lui, là, compte tenu du cas positif. Donc, ma compréhension, puis je le dis avec une réserve, quoique les avocats, on est bons pour émettre toujours des réserves, mais c'est que monsieur pourrait revenir à compter du jour 6, à présumer qu'il n'ait plus de symptômes ou que ses symptômes aient réduit, notamment qu'il ne fasse plus de fièvre depuis 24 heures et qu'il porte le masque en tout temps. Puis j'ajouterais que c'est peut-être dans son cas une très bonne idée de vérifier qu'il maintienne la distanciation de 2 mètres pendant les prochains jours. Parfait. Question suivante de Caroline Lévesque. Lorsqu'un employé est déclaré positif, nous envoyons un mémo pour informer les employés qu'il y a eu un cas dans X ou Y département et que le nettoyage des zones de travail est effectué. Question de confidentialité, nous avons pour pratique de ne pas donner le nom d'employé afin qu'il ne se fasse pas pointer du doigt. Est-ce que nous avons le droit légalement de donner son nom? Merci. Alors, je ne suis pas certain de saisir je comprends que l'employeur a envoyé un mémo, là, donc… L'employeur a envoyé un mémo, si je comprends oui. bien. Caroline, je t'invite à intervenir si tu es toujours là. Donc, l'employeur a envoyé un mémo aux autres employés du département pour dire qu'ils ont peut-être été cas contact. C'est bon. Ben, merci. Donc, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Caroline. Bon? Oui, bonjour. Non, c'est ça parce qu'on a comme pratique d'envoyer une communication pour question en même temps d'informer s'il y en a qui ont des symptômes ou quoi que ce soit. Donc, on le fait toujours de façon générale, mais des employés me disent, ben oui, mais si tu ne me dis pas le nom de la personne, peut-être que j'ai été en contact avec ou quoi que ce soit. Fait que nous, on garde général, mais c'est sûr que les employés vont se parler entre eux. À un moment donné, ils viennent là, qui en déduisent c'est qui ou quoi que ce soit. Mais c'est juste la question de confidentialité parce que la pratique qu'on avait mis en place, c'est parce qu'on ne voulait pas que les gens se fassent pointer du doigt dans le sens que hey, c'est toi qui m'as donné la COVID ou quoi que ce soit. Fait que est-ce qu'au niveau de confidentialité, on est mieux de continuer notre pratique ou on devrait à ce moment-là quand même donner le nom de l'employé? Je ne suis pas certaine, là, c'est une question de confidentialité. Alors là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci, Caroline. C'est bon. Parfait, merci. Et je pense que votre pratique est la bonne, c'est-à-dire que dans les communications que je qualifie, moi, de générales, comme bien les entreprises font, alors je vous annonce que malheureusement, nous avons eu des cas de COVID, je recommande le maintien de la confidentialité parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde, puis moi, c'est le critère de la nécessité, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de savoir cette information ou
d'obtenir cette information confidentielle. Maintenant, lorsque vous faites enquête, il est possible que malheureusement, vous ayez à divulguer l'identité de la personne. On essaie de le faire avec parcimonie, je vous dirais. On essaie de protéger cette identité-là lorsqu'on le peut. Mais si vous avez à le faire, moi, je vous recommande d'aviser la personne en fait, de l'identité des gens à qui son identité a dû être divulguée. Bref, d'être transparent pour éviter des enjeux plus grands par la suite et de limiter le plus possible la divulgation de l'identité de la personne. Parfait, merci beaucoup. Éric, est-ce qu'on peut aussi demander à l'employé s'il nous autorise à divulguer son nom? Oui, mais je vous inviterais tout de même à rester prudent sur la diffusion élargie de ça, parce que, vous le voyez, là, vous ne le diffusez pas le nom, puis ça crée énormément de discussions. On ne sait pas, on va le diffuser une fois, ça n'aura pas de problème, mais peut-être que la seconde fois, parce que ce n'est pas le même individu, il peut y en avoir. J'ai vu des enjeux de harcèlement, Alors bref, je pense que la prudence demeure de mise. Mais c'est bien évident que si la personne consent à la divulgation de son nom, entre autres, dans l'enquête que vous menez, ça facilite les choses, mais la prudence reste le critère à appliquer, à mon sens. Merci. Question suivante de Brigitte Lalonde. Quand vous dites que l'employeur n'a pas d'obligation de rémunérer un employé qui n'est pas vacciné pour une longue période, vous parlez à compter du 6e jour jusqu'à la fin ou du jour 1 jusqu'à la fin? Alors, ça, c'est une question, c'est une très bonne question. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que selon moi, puis on verra ce que les tribunaux en penseront, parce qu'il y a des contestations de cette nature-là, mais le fait de placer un individu en isolement à la suite de l'application de directives de la santé publique, ça n'entraîne pas d'obligation de rémunération, même pour les gens qui sont doublement vaccinés. Par contre, je sais très bien qu'il y a plusieurs entreprises qui ont mis en place des politiques de maintien de rémunération. Parfois, il faut mettre de côté le droit pour laisser vaincre les ressources humaines et c'est une très bonne chose. Ça peut être une très bonne chose parce que ça facilite la rétention de main-d'œuvre. Or, pour moi, c'est clair que même si vous maintenez la rémunération pour une période de 5 jours pour les gens doublement vaccinés, vous n'avez pas l'obligation de le maintenir pour les gens qui ne sont pas doublement vaccinés pour la période subséquente jusqu'à ce qu'ils puissent revenir au travail. On a une question suivante par écrit de Christian. Je ne suis pas bien sûre de la comprendre, donc j'invite peut-être Christian à activer son micro pour nous expliquer. Il nous parle donc de la période d'isolement qui est passée de 10 à 5 jours. OK, je vais le prendre de toi. Vas-y. Bonjour, Christian. Hey, on n'a pas eu notre décision encore. Hein? Je ne sais pas ce que tu fais, là, mais... Je ne commenterai pas sans la présence de mon avocat. Alors, vas-y, Christian. La question est, l'employé qui est isolé pour 10 jours, puis pendant son isolement de 10 jours, la nouvelle réglementation, la nouvelle procédure gouvernementale sort, puis dit, c'est plus 10 jours, c'est 5 jours d'isolement. Est-ce que je prends mon 5 jours pour les nouveaux cas ou je rappelle mes cas de 10 jours, que ça fait 6 jours, puis je dis, tu peux rentrer au travail? C'est une question intéressante qui a dû s'appliquer peut-être lorsque la nouvelle directive a été émise pour certains employés. Je pense que quand la directive a été émise, il y avait encore une certaine forme de flou, je dirais. Et je me rappelle très bien que la santé publique, elle, avait comme un message contradictoire, là. Elle disait on recommande néanmoins le maintien de la période. C'était encore plus clair que la santé publique recommandait le maintien de la période de 10 jours, mais qu'il pouvait y avoir des assouplissements. Donc, j'aurais tendance à dire que les deux décisions pouvaient se justifier. De ramener les gens à partir de ce moment-là qui ne présentaient plus de symptômes, ça aurait pu s'expliquer compte tenu de la nouvelle directive, mais de faire preuve de prudence puis d'attendre la période de 10 jours, pour moi, ce n'est pas déraisonnable non plus. Alors, je pense que compte tenu de la situation dans laquelle on se retrouvait au moment où la directive a été émise, il y avait en tout cas, j'aurais tendance à soutenir que l'employeur conservait une marge de manœuvre là, pour prendre sa décision. Merci, Éric. Parfait. Merci, Christian. Question suivante de Jean Thibaudot. Certains employés ont fait des réclamations auprès de la CNSST et certaines décisions ont été favorables aux employés au niveau du tribunal administratif du travail. Alors, est-ce que ça veut dire que la COVID devient une maladie professionnelle? Pas dans toutes circonstances. Il est vrai puis que Jean le souligne avec justesse, que les tribunaux, jusqu'à maintenant,
rendu certaines décisions en ce sens-là. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de cas reliés à la COVID qui n'ont pas été contestés parce que la CNESST a mis en place des directives d'imputation qui déchargeaient les employeurs visés. Donc ça a pu avoir une incidence sur la conclusion à laquelle le tribunal en est venu. Ceci étant dit, je pense qu'il faut prendre pour acquis, à la lumière des décisions, qu'il est possible qu'un cas de contamination clairement découlant du milieu de travail puisse être reconnu comme tel auprès du tribunal administratif du travail. Est-ce que je peux faire une question complémentaire là-dessus, M. Lallier? Bien, vous avez tout à fait l'opportunité de le faire sans problème. Si c'est le cas, ça voudrait dire que la CNSST pourrait reconnaître un cas de gastroentérite aussi. Il y avait déjà des cas, par exemple, d'influenza, de certaines maladies dans certains milieux de travail. Alors, jusqu'où on peut étirer l'élastique de cette interprétation-là, Jean, c'est une bonne question. Je réitère, en pratique, je pense que l'influence de la politique d'imputation de la CNSST a beaucoup à voir avec ceci. Là. Merci. Merci. On a un commentaire de Julien Baudry qui rebondit sur sa première question. Dans le fond, il voulait savoir, lorsque son employé est le premier cas dans une unité familiale, est-ce que son retour est reporté du fait du résultat des autres membres de sa famille, sa conjointe, ses enfants, qui l'attrapent à leur tour un petit peu plus tard, durant l'isolement, par exemple au jour 2, 3, 4, 5. Donc, est-ce que ça reporte encore l'isolement de son employé? Je peux peut-être réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ma compréhension, là, sujet à ce que la santé publique pense la même chose que moi, puis je leur donnerai le dernier mot là-dessus, mais ma compréhension, c'est que la période d'isolement de 5 jours est rendue possible compte tenu de la période pendant laquelle la personne peut être contagieuse. Dans ce cas-ci, comme c'est le premier cas positif, celui qui a testé positif au départ, si lui, même s'il y a des tests positifs subséquents, n'a plus de symptômes, sa période de 5 jours devrait lui avoir permis de ne plus être contagieux, ce qui me laisse comprendre et croire qu'il pourrait revenir dès le jour 6. Okay, merci. Merci. Question? Pardon. Merci, j'espérais. Je voulais simplement être clair parce que je ne savais pas si ma question avait été correctement posée. Mais merci beaucoup. Et ça fait plaisir, Julien. Parfait. Question de Pascal Couture. Selon les directives que j'ai reçues de la santé publique de Montréal, la journée des symptômes ou la journée du test positif est considérée comme la journée 0. Donc, si un employé vacciné est positif aujourd'hui, le 21 janvier, il ne pourra pas revenir au travail avant le 27 janvier. Est-ce que c'est bien ça? Je vais devoir m'en remettre à la santé publique. Là. Je pense que ça a du sens, là. Parce que les symptômes ou le test positif pourraient apparaître à n'importe quel moment durant la journée 0, donc qu'elle soit calculée. Là, mais là encore, je préfère m'en remettre aux experts de la santé publique. Là. C'est la même directive côté du 6 Laurentide. Oui, c'est ma compréhension, mais c'est ma compréhension, mais je n'ai pas cette confirmation-là, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, non. Dans le fond, dans le guide, il y a un guide des employeurs qui existe que la santé publique de Montréal met en ligne. Selon la version qu'ils ont mis en fin d'année passée, il y avait un paragraphe qui expliquait comment calculer les jours d'isolement, parce qu'il y a beaucoup d'employés et même des assureurs, on a de la misère avec nos assureurs qui ne calculent pas les jours de la même façon, tandis qu'eux calculent que l'employé qui est positif, c'est le jour 1. Fait que dans le fond, il y a son 5 jours d'isolement. Mais le jour d'isolement commence le lendemain, selon la santé publique. Puis j'ai posé la question hier, puis il y a 1 heure, ils ont mis le guide à jour qui confirme ce calcul-là. Quand on calcule, c'est vraiment le lendemain, c'est le jour 1. Fait que les employés, en théorie, sont 6 jours arrêtés s'ils ont des symptômes le matin puis ils ne rentrent pas travailler. Sont 6 jours arrêtés, non pas 5. Alors, ça me semble être logique là, comme position, compte tenu comme je le disais, de la possibilité d'apparition des symptômes ou du test à n'importe quel moment de la journée. Maintenant, votre enquête peut devenir importante. Disons qu'on est capable de démontrer que les symptômes étaient apparus la veille, etc. Là, peut-être que vous pouvez ajuster votre période de calcul, mais la prudence dans ce contexte-ci, je comprends qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre, puis je ne veux pas faire abstraction de ça, mais la prudence demeure de mise. Là, fait que cette journée additionnelle-là n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Là.
Excellent. Éric, je ne vois pas d'autres questions par écrit. Je ne vois pas non plus de main levée. Alors, dernière chance pour poser une question avant de clôturer. OK, parfait. Donc, voilà qui clôture ce webinaire. Merci beaucoup à Maître Lallier et à Norton Rose Fulbright ainsi qu'à nos participants. Si vous avez d'autres questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui ou si vous souhaitez savoir comment la grappe peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter directement par courriel ou téléphone. Il me fera plaisir de vous assister. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une agréable fin de semaine. Merci, à très bientôt. Merci. Bye bye.